Et on commence cette partie souveraineté, ce premier sujet avec Mariola. Mariola, qui commence par une première question sur les hydrocarbures. Je crois que c'est pour Patrick Pouyanné. Oui, bonjour Monsieur Pouyanné. Vous dites souvent que si vous continuez autant à investir dans les hydrocarbures, c'est parce qu'il y a beaucoup de demandes, mais parallèlement, il y a aussi une jeunesse qui veut moins d'hydrocarbures, qui est très sensible sur la question climatique. Comment Total Energy compte appréhender et se préparer à la transition écologique qui va indéniablement avoir lieu d'ici 30-40 ans? Mais c'est pas comment on va s'y préparer. En fait, on a mis en place depuis 2020 une stratégie qui est assez innovante. On est le seul major pétrolier à la développer. D'ailleurs, on est devenu Total Energy. C'est pas simplement pour du greenwashing, c'est parce qu'en fait, on a décidé que oui, on doit encore produire l'énergie dont vous avez besoin. D'ailleurs, vous êtes bien contents tous en ce moment que je produis des pétroles et que vous ayez un des plus grands pétroliers mondiaux pour vous fournir de l'essence, du diesel, du kérosène qui va manquer dans quelques jours. J'ai jamais eu autant de questions sur mon métier principal de la part des pouvoirs publics en ce moment, mais parce que c'est la réalité de la demande d'aujourd'hui. Mais en même temps, on a décidé aussi, en même temps, qu'on mettrait 25-30% de nos investissements dans l'électricité et les énergies renouvelables. En fait, l'analyse qu'on a faite, c'est une analyse de la demande. Il se passe une transition énergétique à lieu, et en fait, le maître mot dans tous les scénarios, quels qu'ils soient, on peut en débattre, les net zéro, etc., la croissance de l'électricité, l'électrification de nos sociétés est inéluctable. D'ailleurs, c'est le maître mot qu'utilise le gouvernement en question en ce moment, comme on l'avait fait d'ailleurs en 73, crise du pétrole, le nucléaire en France, donc l'électricité. Donc on a décidé que Total Energy allait continuer à produire du pétrole et du gaz parce que c'est les énergies d'aujourd'hui dont j'ai besoin, nous avons besoin. C'est aujourd'hui, le fossile représente 80% du mix énergétique mondial. C'était 83% quand je suis rentré dans cette boîte. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup bougé, mais qu'il faut beaucoup plus d'électricité. Donc c'est un champ incroyable et donc on y investit beaucoup d'argent. On est en train de devenir un des plus grands électriciens. En fait, on sera dans les 10 plus gros électriciens au monde en 2030. On est déjà aujourd'hui 10% de l'énergie que nous produisons, c'est peu connu, c'est déjà des électrons, c'est plus du pétrole et du gaz. Alors 10%, on a commencé en 2020, en 5 ans, on a 25 milliards d'actifs, donc c'est énormément d'investissements. L'énergie, elle viendra à l'électricité, soit du gaz ou électricité, soit des renouvelables, éoliens, à terre, en mer, et on a aujourd'hui un portefeuille de près de 35 gigawatts d'électricité. Donc on fait pas ça l'avantage de l'entreprise, c'est qu'on fait ça en grand. Donc c'est une réalité, mais c'est une réalité qui veut aussi répondre à la demande de nos clients. Et nos clients, ils sont en transition, mais pour l'instant, ils se déplacent, ils se chauffent, ils vivent avec des énergies fossiles. Donc je ne peux pas simplement leur dire j'en ai plus. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense que je me ferais sacrément secouer si je disais que j'en ai plus. Et on dirait qu'est-ce que vous faites? Voilà. Donc on est dans cet équilibre, et c'est le mot transition qui est complexe. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à vous convaincre. En tout cas, l'entreprise est complètement engagée. Elle est engagée, y compris d'ailleurs, lorsqu'on produit du pétrole et du gaz, on baisse nos émissions. Mais on les baisse vraiment. On est en train de construire une usine de gaz naturel liquéfié à Oman, fameux GNL, dont on divise par 10 les émissions en électrifiant tous les processus. Donc il y a un vrai engagement. Après, je sais que les jeunes nous disent ça va pas assez vite, oui, mais la société va pas plus vite. Et le vrai débat quand on parle d'énergie, c'est qu'il faut à la fois qu'on fasse une transition, oui, qui soit durable, ça c'est clair, mais aussi qu'elle soit de l'énergie fiable. Aujourd'hui, si je vous dis que je n'ai plus d'énergie, vous n'allez pas être content. Si je vous dis et vous ne pouvez pas contenter d'une électricité intermittente, et il faut qu'elle soit abordable. Et en fait, c'est ça, je poserai la question, mais ce que j'observe en ce moment, c'est-à-dire que le débat public, et y compris dans nos pays occidentaux, qui sont des pays riches, dès que l'énergie devient trop chère, ça va pas. Pourquoi? Parce que c'est un bien essentiel pour votre vie de tous les jours, pour votre pouvoir d'achat. Alors je vous dis pas ce qui se passe dans des pays émergents. Donc on cherche cet équilibre, c'est pas simple. Et en tout cas, nous, on est devenu Total Energy parce qu'on a décidé qu'on serait un électricien de taille mondiale et qu'on avance dans cette direction. Voilà. Alors ça prend du temps, mais je trouve que l'entreprise avance à pas de géant et je suis très fier de l'amener sur cette voie-là. Est-ce que vous avez une date, un moment où justement vos investissements sur les énergies renouvelables vont dépasser ceux bon, j'ai actuellement pas de dans date les aujourd'hui, ça sera sans doute mon successeur qui le fera. Moi, je sais que j'amènerai l'entreprise en 2030. Je partira avant, je resterai plus longtemps, j'en sais rien. Mais en 2030, il y aura 20% d'électricité et on sait le faire, alors pour répondre à la question, en investissant 25% de nos énergies. Mais je sais aussi que je dois continuer à investir dans le pétrole et dans le gaz. Il y a un phénomène naturel un peu étrange, c'est que si j'investis pas dans le pétrole, les champs de pétrole diminuent naturellement chaque année. Donc je fais comme un shadok. Nous, on est des shadoks. On se bat pour vous maintenir la production. Après, la crise actuelle qui se passe va être un accélérateur, sans aucun doute, des énergies domestiques, des énergies renouvelables,
et des énergies nucléaires, etc. Je pense que, vous allez voir, il va se passer ce choc pétrolier que nous vivons. La France, en 1973, a dit on lance un programme électronucléaire. On va avoir une réponse de la même nature, et sans doute par les énergies renouvelables. Et tant mieux pour nous, on est sur ce segment-là, on est prêt à l'embarquer dans tous les pays. Alors, juste avant qu'on passe à la question de Sophia, Benoît Bazin, quand Patrick Pouyanné il parle d'électrification des clients, il parle de vous. Quand on parle d'électrification qui est inéluctable, chez vous, par exemple, ça donne quoi? D'ailleurs, j'en vends beaucoup à Benoît, et c'est un bon client. Bah, j'imagine, oui. Oui, nous avons des accords d'achat d'électricité, par exemple au Texas, sur des champs solaires que tu avais menés. Nous, c'est très important dans notre trajectoire de décarbonation, parce que nous avons pris l'engagement d'être neutre en carbone en 2050, pour être exemplaire sur notre propre empreinte, étant le leader mondial de la construction durable. Alors, le complément aussi de ce que dit Patrick Pouyanné, c'est que nous, on peut apporter beaucoup de sobriété énergétique dans le bâtiment. En France, on ne le sait pas assez, on dépense quasiment 45% de l'énergie dans les bâtiments, privés et publics. Et ce n'est pas très sorcier de baisser ça de 20, 30 ou 40%. Donc, une des sources d'énergie, une des sources de décarbonation, c'est finalement l'énergie qu'on économise dans le bâtiment. Donc, il faut qu'on apporte ça à nos clients, mais qu'on soit exemplaire sur nos propres procédés. Et on a baissé de 35% nos émissions de CO2. Alors, c'est tout un tas de projets, à la fois changer les matériaux et aussi changer les sources d'énergie. Donc, pour nous, c'est passer du gaz à l'électrique. Par exemple, on a fait les 2 premières usines au monde, tout concurrent confondu, de plaques de plâtre à l'électrique, en Norvège et au Canada. Pourquoi en Norvège et au Canada? Parce qu'on a de l'hydroélectricité avec des contrats à 30 ans très peu chers. Donc, on a un atout formidable en France, c'est le nucléaire. Il faut que l'électricité nucléaire soit abondante, disponible, à un coût raisonnable et surtout avec de la visibilité. Nous, quand on fait une usine, par exemple dans le vitrage, on la reconstruit tous les 20 ans. L'usine sur laquelle on a fait la première au monde de verre zéro carbone, c'est une usine française qui existe depuis 150 ans. Donc quand on met une usine dans un pays, en France ou ailleurs, on doit savoir quelle va être l'énergie sur 20, 30, 50 ans. Et donc de la visibilité, de la stabilité sur le coût de l'électricité. Par exemple, je sais qu'en Europe, on va électrifier des usines en Espagne avant la France. Parce que l'électricité aujourd'hui en Espagne est abondante et moins chère qu'en France. Donc oui, la trajectoire est tout à fait possible. Il y a à la fois le coût des investissements, mais il y a surtout le coût de fonctionnement. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas faire une usine électrique si elle est 20-30% plus chère que des concurrents qui seraient au gaz de l'autre côté des Pyrénées. Donc le coût de l'électricité est absolument majeur dans la vitesse avec laquelle on peut décarboner des procédés industriels qui sont relativement énergivores, comme la fabrication du verre ou de la plaque de plâtre. Denis? Oui, effectivement. Et c'est aussi, ce coût de l'énergie est aussi un facteur de différenciation, est un facteur de compétitivité qui est extrêmement important, avec des différentiels assez remarquables. En France et Europe sont sur des prix relativement similaires de ceux que l'on peut avoir aux États-Unis. La France a un avantage. Aujourd'hui, on est à 55 € kWh sur le marché de gros en France. L'Allemagne est à 80-90. On a 25 € d'avantage, et qui vient d'ailleurs, non seulement du nucléaire, mais en fait aussi des renouvelables. Oui. Les gens se plaignent qu'on a investi des surcapacités nucléaires plus renouvelables, mais c'est pour ça. Aujourd'hui, il y a une crise, il n'y a pas d'impact sur le prix de l'électricité en France, parce que profondément, on a une abondance de capacité de production. Et ça, c'est un message très fort que je veux passer. Si on veut maîtriser le prix de l'énergie, il faut investir des surplus. Parce que sinon, chaque fois qu'il y a une crise, on prend des à-coups. Et la France, sur l'électricité, malgré tous les débats que j'entends, on investit sur les renouvelables. Non, c'est très bien d'avoir tout ça. Parce que cet ensemble nous rend aujourd'hui beaucoup plus absorbeurs de la crise que l'on vit. Donc on a un avantage en France. Je connais l'histoire de l'Espagne, mais tu verras, l'Espagne, elle est un peu... Moi, j'ajoute la sobriété. Je suis investi en Espagne. On était enfant en 73, vous n'étiez pas là. La sobriété énergétique, c'est un sujet majeur. Et je pense qu'il faut faire attention. Par exemple, on a le réflexe instantanément, quand l'énergie monte, de protéger le consommateur et à ce moment-là, d'appauvrir le signal prix. Dire non, l'énergie est plus chère, donc il faut l'économiser. Non, mais il se protège lui-même. Hein. Quand c'est trop cher, il en consomme moins. Hein. Oui. La demande se retire. Ils viennent tous dans les stations Total Énergie parce qu'on est trop bas. Voilà, c'est ça. C'est le problème que j'ai. Question de Sophia. Bonsoir Monsieur Bazin. Vous êtes à la tête d'un groupe dont l'activité est particulièrement énergivore, dans une Europe où le coût de l'énergie est sensiblement plus élevé qu'aux États-Unis, par exemple, où vous êtes également implanté. Cependant, Saint-Gobain reste ancré en Europe. Donc comment justifiez-vous ce choix de rester ancré en Europe? Et dans un contexte de réindustrialisation de la France, que diriez-vous à ceux qui envisagent de s'en aller? Alors c'est une question vaste, il y a plusieurs choses. D'une part, il y a le poids de l'histoire. Saint-Gobain a été créé il y a un peu plus de 360 ans. Donc c'est vrai que nous avons été français par naissance, européens par vocation et mondiaux par volonté, si je simplifie.
Alors c'est en train de changer quand même assez vite, parce que fondamentalement, quand on fait des choix d'investissement dans une entreprise internationale, on alloue le capital là où il y a de la croissance et de la rentabilité. Donc typiquement, Saint-Gobain, dans la dernière décennie, 2010-2020, avait 60% de ses résultats en Europe de l'Ouest. On n'a pas baissé les résultats, mais aujourd'hui, c'est un tiers. Parce qu'on a plus que doublé nos résultats en Amérique du Nord, en Asie, parce qu'on est allé chercher de la croissance. Alors effectivement, quand on investit en Europe, qu'est-ce qu'on regarde ? On regarde effectivement le coût de l'énergie. Est-ce qu'il est compétitif ? Il est entre 2 et 5 fois plus cher que ce qu'on peut trouver ailleurs. Et donc nous, notre réponse, elle est double. D'une part, d'être sur des produits qui ne voyagent pas, et donc de fait, qui ne sont pas en concurrence internationale avec des Chinois qui vont aller livrer le Moyen-Orient ou l'Afrique, parce que ça ne passerait pas, on ne serait plus compétitif, et ou d'être sur de la très haute innovation, où à ce moment-là, on a un facteur de différenciation. Donc c'est soit sur des produits standards, j'allais dire, des produits qui ne voyagent pas, soit de l'innovation qui, à ce moment-là, a 3, 5 ou 10 ans d'avance. Donc c'est ça un peu les deux éléments de réponse, mais en sachant que la dynamique, en revanche, elle est relativement défavorable à l'Europe, parce que de fait, il n'y a pas eu de croissance économique en Europe, à la différence de ce qu'on peut voir en Inde. Moi, si je prends les chiffres en volume de matériaux de production, par exemple, chez Saint-Gobain, pour la construction, on est tiré par la population. Il y a 1,4 milliard, 1,5 milliard d'Indiens, il n'y a pas de croissance démographique en France. Et à part l'Espagne qui accueille des immigrants, il n'y a plus de croissance démographique en Europe. Donc le facteur démographique est très très important. Et de fait, on a mis 80% de nos investissements de croissance en dehors de l'Europe. Alors qu'est-ce que je dis sur l'attractivité de la France ? Il y a quand même une électricité, Patrick l'a rappelé, qui est plus attractive que dans d'autres pays en Europe. Ensuite, il faut un cadre compétitif qui soit stable dans la durée, un cadre du coût du travail, un cadre de la fiscalité, je suis sûr qu'on va y revenir, de l'éducation. Moi, je suis ravi que des jeunes filles continuent d'apprendre les mathématiques parce qu'on a besoin d'ingénieurs, donc il faut des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs. Donc le coût du travail et la fiscalité, l'éducation, les infrastructures en termes de routes, de ports, et puis l'énergie. Donc c'est ça les 4 bords du cadre qui rendent l'investissement attractif en France. Force est de constater qu'il y a eu une politique de l'offre il y a quelques années qui a remis un petit peu l'industrie au centre du jeu en France, avant même les sujets de guerre en Ukraine et de souveraineté. En revanche, depuis 2-3 ans, on a quand même tiré sur les entreprises, on a arrêté la baisse des charges, on a remis de la fiscalité sur les grandes entreprises. Enfin, on a envoyé des signaux assez négatifs depuis 2-3 ans vis-à-vis des grandes entreprises qui, par nature, tous les jours se disent « Est-ce que je mets un investissement en Inde ? Est-ce que je vais en Australie ?» On a fait une grosse offre publique d'achat en Australie. Est-ce que je vais au Canada ? Où il y a de la croissance. Donc, il faut faire attention aux signaux très négatifs quand même qui ont été envoyés depuis 2-3 ans sur la politique de l'offre, où on a renié les baisses de charges, on a renié la fiscalité. Pour compléter ta réponse, je pense qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas de reconstruire des outils manufacturiers lorsqu'on passe d'industrie en France. Il ne faut pas rêver. Les emplois sont perdus. Lorsqu'on parle d'industrie en France, on parle de l'industrie de l'intelligence, on parle du digital, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de l'innovation profondément. Et c'est là que les facteurs que vient de dire Benoît sont essentiels. Qu'est-ce qu'on va regarder lorsqu'on emploie des ingénieurs ? C'est le coût du travail de l'ingénieur. Pourquoi on a ce crédit d'impôt recherche ? Mais simplement pour compenser le fait que les charges sur les salaires sont trop élevées. Donc en fait, moi j'ai une proposition simple, à relancer la politique de l'offre, c'est baisser les charges et baisser les aides de crédit d'impôt recherche. Moi c'est que ça, parce que c'est vous qu'on a besoin de garder. Je vais vous dire que quand on voit que nos jeunes ingénieurs, on en fabrique beaucoup en France et de très grande qualité, ils sont enviés dans le monde entier. Un jour, je suis allé dans la Silicon Valley pour dire on voulait créer une Digital Factory. Et le patron d'un grand hyperscaler m'a dit mais pourquoi vous venez en Californie ? Vous avez tous les talents en France, créez votre Digital Factory à Paris. Ce que j'ai fait. Mais la différence, c'était le coût du travail. C'est le coût du travail. Donc j'ai décidé et on a les talents, puis on voit qu'ils s'en vont. Pourquoi ils s'en vont ? Parce qu'ils ont accès aux États-Unis à des capitaux meilleurs marchés pour développer leurs entreprises. Et ça, c'est une frustration. Donc la question du capital. Et puis après, le travail. Il faut que le travail soit plus rémunérateur dans ce pays. Et je suis prêt à revenir. Et pour moi, c'est au cœur du débat. Ça, on va y revenir largement. On va y revenir, mais c'est fondamental à mes yeux. Juste, Denis, sur la question du coût du travail. Patrick Pouyanné dit trop d'aides d'un côté parce que ça compense justement un coût du travail qui est trop élevé. C'est ça notre sujet en France ? Exactement, avec une difficulté qui est on peut regarder le coût du travail en moyenne.
Et avec la politique de l'offre qui est intervenue, il y a eu une réduction de l'écart qui était devenu défavorable à la France par rapport aux autres Européens. Cet écart s'est réduit dans un sens favorable à la compétitivité de l'économie française. Mais ça, c'est sur une observation moyenne. En revanche, ce que l'on voit très clairement, c'est que ces politiques de baisse de charge, en ayant été concentrées plutôt sur les basses qualifications, parce qu'on avait un objectif en réalité de quantité d'emplois, de remettre dans l'emploi des personnes qui ont été exclues. Et on a un fort financement des baisses de charges sur le bas de la distribution des salaires par des prélèvements qui sont très élevés sur le haut de la distribution. Et donc, in fine, on aboutit à cette situation où on va compenser ces charges par des dispositifs Allez-y, on prend toujours, oui, on a réduit l'écart, on l'a même inversé avec l'Allemagne, parce qu'on se compare beaucoup à l'Allemagne. Le sujet pour nous, enfin, c'est que moi, j'ai des équipes maintenant au Portugal, et un ingénieur portugais, je peux dire qu'ils sont aussi bien formés qu'un ingénieur français, il coûte 2 fois moins cher que l'ingénieur français. Mais non, mais il faut quand même qu'on regarde aussi la réalité de cette affaire. Et pour une entreprise comme la nôtre, européenne par ailleurs, je ne parle pas d'aller au Mexique ou je ne sais pas où, en Inde, je parle de l'Europe. Il y a encore des écarts de compétitivité. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive quand même à être conscient et trouver les moyens. Et c'est pas, on va m'expliquer, vous remettez en cause le système social français. Non, je suis prêt à faire des propositions là-dessus également. Mais je pense qu'il faut regarder la réalité de où on en est aujourd'hui. Et on a des écarts. On a un écart de compétitivité qui, à mes yeux, est beaucoup plus important que sur l'énergie. Parce que l'énergie, on est plutôt bien placé. Et le débat, il est plutôt sur le travail et éventuellement sur le coût du capital et attirer l'épargne. C'est ça, pour moi, les 2 sujets importants pour l'économie. Et puis, au plan social, ce que disait Denis Ferrand est très juste. C'est-à-dire qu'on a créé, ce qui est dramatique, je trouve, pour le pays, une trappe à bas salaire. Vous tous, vous êtes déjà très très bien formés ou en voie de l'être, mais on a 60% des salaires français qui sont entre 1 et 1,6 fois le SMIC, avec 0 progression sociale, donc pas d'ascenseur social, pas d'équilibre démocratique. Enfin, la méritocratie et l'ascenseur social, c'est absolument majeur dans l'équilibre de nos sociétés. Et malheureusement, l'allègement des charges, il s'est porté là-dessus, donc pas assez sur la partie valeur ajoutée, innovation, qui est vraiment l'avenir du pays. Donc investir dans la recherche et développement, investir dans l'innovation. Moi, j'ai rajouté, par exemple, on a doublé la taille de notre centre de recherche à Aubervilliers. On investit 400 millions de recherche et développement dans le monde, les 2 tiers en France. Bon, j'ai investi au même moment 50 millions dans un bâtiment, c'est pas un outil très productif, on nous a enlevé 17% du crédit impôt recherche. C'est pas grave, on le fait quand même. Mais vous voyez les signaux qui sont envoyés, alors même qu'on veut plus d'innovation, plus de valeur ajoutée pour des ingénieurs ou des chercheurs en France. Non, c'est grave. non, parce que sinon, les gens qui nous écoutent vont dire, mais oui, on peut le supprimer complètement. Ils sont tellement patriotes, les patriotes français, qui vont continuer. C'est surtout qu'on l'a fait une fois que la décision était prise. Si je l'avais su avant, alors là, c'est vrai que pour le coup, parce que c'est une question qui était restée pendante chez Saint-Gobain pendant 15 ans, moi j'ai fini par le décider en 2021, mais si j'avais su qu'on enlevait 17% et un jour plus de crédit impôt recherche, j'aurais probablement pris une autre décision. Donc il faut faire très attention à pousser la valeur ajoutée, l'innovation, et pas faire une trappe à bas salaire, parce qu'après on compense avec de la dépense sociale, mais c'est un cercle vicieux. Denis, après la question d'Hugo. Oui, sur l'innovation, simplement en un mot, un chiffre assez frappant dans le rapport des investissements d'avenir qui est sorti récemment. La France n'apparaît qu'à 3 reprises dans les 5 premiers pays pour les 64 technologies du futur les plus importantes. Donc en fait, il y a un risque de retard dans l'innovation qui est extrêmement important, qui est en train de se prendre. Par exemple, l'Iran, elle apparaît 6 fois dans ce classement. Donc on est moins souvent dans les drones et je sais pas quoi. Dans les 5 premiers, voilà, dans les drones en particulier, mais on est moins souvent dans des facteurs d'innovation, dans des secteurs d'innovation, et ça c'est un point d'alerte qui va précisément renvoyer probablement à notre structure de prélèvement selon les qualifications. Hugo, on avait prévu de parler de compétitivité avec la Chine, mais Benoît Bazin, il a répondu Tout en à fait. partie sur la manière dont il était positionné face aux Chinois. Peut-être le nucléaire, du coup. Peut-être le nucléaire, oui. Donc vous avez déjà évoqué qu'en France, on a un avantage par rapport à la production électrique qui, non seulement on a une souveraineté sur cette production, mais en plus de ça, elle a l'avantage d'être décarboné. Est-ce que le marché électrique européen ne constitue pas, gomme pas en partie l'avantage de la production électrique française? Vous dites non, Patrick Pouyanné, directement. Non, écoutez, c'est un débat économiquement, c'est complètement faux. En fait, la France est le grand gagnant du marché électrique européen. Parce que nous sommes surproducteurs en France. Nous sommes surproducteurs. Il y a eu malheureusement une année où il nous a manqué d'électricité, c'est 2022, où malheureusement on a vécu la conjonction du gaz russe et du nucléaire qui ne marchait pas. Mais aujourd'hui, qui gagne? Quel est le pays qui bénéficie le plus du marché électrique? Mais c'est la France, parce qu'on exporte. Et grâce à ça, grâce à ces revenus d'export, on va pouvoir construire dans un nouveau nucléaire. Donc honnêtement, et puis par ailleurs, je veux vous dire, il se trouve que je viens de négocier avec mon collègue d'EDF et j'ai réussi à signer un contrat, il ne doit pas avoir 15 ans, il doit avoir 12 ans, pas tout à fait comme ça, mais à un prix qui est totalement
bon pour que je continue à faire de l'industrie en France. Donc, on peut trouver des moyens. Alors, et dans le débat, on mélange beaucoup le prix au consommateur final du prix aux entreprises, aux industriels. Et c'est un vrai choix politique. C'est un vrai choix politique. En Allemagne, ils ont fait un choix très clair. Les citoyens, les consommateurs d'électricité, subventionnent les entreprises. Mais c'est un choix pour la France. Et c'est un choix qui doit être pris par le politique. Il ne faut pas demander à EDF de mélanger tout dans une vaste péréquation. Et donc, il y a des contrats avec les industriels. Moi, je viens d'en signer un et je suis très satisfait. Et pour les deux parties. Et puis voilà. Donc, je pense que le marché électrique européen, il fonctionne. Honnêtement, vous êtes étudiant en économie. On apprend, la première leçon d'économie, c'est que le prix est égal au coût marginal. D'accord ? Ça, c'est moi ce que j'ai appris. Première leçon. Eh bien, il se trouve que ça marche. Et pourquoi, si vous commencez à tordre cette notion-là, ça ne marche pas ? Parce qu'à ce moment-là, vous allez décourager l'investissement. Or, le sujet en Europe, c'est d'encourager l'investissement dans l'énergie. Et donc, il ne faut pas qu'on se mette à tout tordre. Et d'ailleurs, j'ai confiance là-dessus. Il y a suffisamment... Le débat existe en France, dans la plupart des grands pays européens, il n'existe pas beaucoup, je peux vous dire. Et donc, il faut qu'on fasse confiance à une économie de marché. Et après, on peut se poser des questions sur, par exemple, des choses extrêmement amorties comme l'hydroélectricité. Est-ce que l'hydroélectricité, qui est totalement amortie, qui sont quelque part des biens nationaux, doit profiter d'un prix marginal ? Ça, c'est une bonne question. Mais ne généralisons pas le cas de l'hydroélectricité au fait qu'on doit construire plus de capacités. Je veux dire, si on ne construit pas des centrales à gaz en Europe, on va au-devant de graves problèmes. Il y a des pays comme l'Allemagne, etc., qui le savent. Donc, il faut à un moment qu'on soit... Donc, c'est un incitateur d'investissement, ça. Il marche, ce marché. Il fonctionne. Il ne fonctionne pas quand il y a une hystérésis comme en 2022. Mais à part l'épisode 2022, regardez en ce moment, qui se plaint du marché de l'électricité ? Non, mais peut-être que la question, c'est Hugo, votre prénom, c'est ça ? C'était plus d'interconnectivité entre les différents pays pour fluidifier un peu le marché européen de l'électricité. C'était peut-être ça votre question ? Il y avait un rapport avec le coût marginal, effectivement. C'est les tenants qui disent qu'il faut tout casser. Parce qu'en France, on a genre les jouer les apprentis sorciers. Il y a un rêve en France qui est de manipuler le marché. Je veux dire que faites confiance au marché, c'est mieux que de faire confiance aux États régulateurs. Hugo, c'est aussi la question de l'utilisation du nucléaire français en Europe. Est-ce qu'on ne devrait pas pousser les autres à aller plus vers le nucléaire ? Après, ça, c'est une question de point de vue, mais disons que peut-être que l'avantage français d'avoir justement une production électrique dont le pays est souverain et qui, en plus de ça, est décarboné, peut-être ce modèle-là pourrait être davantage mis en avant comme étant un exemple. Je suis d'accord. On est le 5e pays le plus décarboné au monde et on a accepté les mêmes obligations de décarbonation marginale que les autres. C'est là qu'on a un souci collectif. Non, mais une bataille à Bruxelles de faire accepter le en nucléaire l'occurrence, français, c'est un atout. Bataille en partie gagnée, puisque oui, Ursula von der Leyen a dit qu'elle avait fait des erreurs. L'Union européenne, la Commission européenne, a reconnu l'erreur stratégique de l'Allemagne sur l'abandon du nucléaire. Donc non, c'est l'Allemagne qui est en train de le reconnaître. C'est plus l'Allemagne l'a reconnu et Ursula von der Leyen qui est allemande l'a reconnu. Mais voilà, il y a une prise de conscience tardive. Et malheureusement, le stop and go de la France sur le nucléaire nous a fait perdre 10 ou 15 ans. Je parle à un jeune étudiant, mais tu es jeune, l'Europe est notre futur. Où est le problème, excusez-moi, de dire que la France fait du nucléaire et l'exporte en Europe pendant que l'Allemagne fait de l'éolien parce qu'ils ont plein de ressources éoliennes plus que nous, qu'ils l'acceptent mieux que nous et que cette électricité éolienne, nous, on va aussi en bénéficier. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on dépasse le débat national là-dessus. Le futur de l'Europe et politique de l'offre, etc., on est dans le même bateau. Et si on ne comprend pas ça et qu'on veut se battre avec 27 économies parcellaires, qu'on ne va pas plus vers un marché unique, y compris dans l'énergie, on n'apportera pas les réponses. La réponse, c'est qu'il faut qu'on soit collectivement intelligent. Allouons le capital là où il est le mieux utilisé. En France, on a du nucléaire, continuons à l'entretenir. En Allemagne, ils n'en veulent pas, ils en ont peut-être, ils ont des éoliennes, mais qu'ils nous fassent plein d'éoliennes, et puis voilà, et puis nous, on les accepte. Je pense que c'est comme ça qu'il faut penser. En Espagne, ils ont plein de solaire. Le problème, c'est qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un peu plus d'interconnexion entre le solaire espagnol et la France. Ceux qui ne veulent pas le faire, ce n'est pas les Espagnols, c'est les Français, parce qu'on veut protéger le nucléaire français. Donc, au bout d'un moment, la question pour nous tous, c'est est-ce qu'on dépasse nos égoïsmes nationaux pour construire une union qui soit plus forte et plus compétitive dans cette compétition mondiale. On a besoin, mondiale. Denis, d'interconnexion énergétique pour faire l'Europe. Oui, on a besoin d'interconnexion énergétique, on a besoin de toute façon d'une manière générale de tout un ensemble d'investissements et de projection de l'investissement. Et avec cette question, est-ce que ces investissements s'envisagent sur une échelle continentale, sur une échelle qui est strictement nationale ? Et dans ce cas, au niveau national, qu'est-ce qui est aujourd'hui, qu'est-ce qui peut freiner les investissements ? C'est quand même tout cet ensemble de thèmes de politique de l'offre. Exercice inversé, Benoît Bazin, est-ce que vous avez une question pour nos étudiants ?
J'ai une question et qui est en même temps une remarque. Vous avez évoqué les investissements dans les industries du futur. Moi, je fais très très attention au fait qu'il y a un continuum industriel. On n'a plus que 10% du PIB en France qui est industriel. Alors, est-ce qu'il faut tout mettre sur la pharmacie, tout mettre sur l'IA ? Par exemple, nous, on fait des matériaux un peu traditionnels, du vitrage. Oui, sauf qu'à la fin, ça fait le cockpit du Rafale, si on parle de souveraineté. Donc, si on ne sait plus faire du vitrage, on ne saura pas faire du verre décarboné, du verre solaire qui permette de diviser par 2 la consommation énergétique des bâtiments, et on ne saura pas faire l'Airbus. Donc faisons attention. Laissons le marché choisir les bonnes technologies, les bonnes innovations, les bonnes industries gagnantes. Le marché et pas Voilà, l'État, donc, si je comprends moi, bien. en tout cas, la question pour vous, peut-être étudiants, c'est est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels industriels vous iriez travailler, d'autres pas ? Comment vous voyez l'Europe sur justement le monde industriel de demain ? C'est quoi l'industrie en Europe demain ? Qui veut répondre à cette question-là ? Ingénieur de l'école polytechnique, par exemple. C'est pour Martin, cette question. T'as 2 anciens qui Si c'est pour moi, alors moi je pense personnellement, mais c'est tout à fait personnel, que l'IA va dicter un peu l'économie du futur et la structure du marché du travail. Et donc je pense que notre rôle, enfin en tout cas mon rôle en tant que jeune ingénieur, c'est aussi de participer à cette nouvelle révolution qui va apparaître. C'est pour ça, même si je suis pas encore sûr de mon avenir professionnel, je m'oriente a priori sur l'étude de l'IA et être ingénieur dans ce domaine-là, parce que je pense que c'est le domaine du futur. Mais c'est mon avis personnel. Et alors les mathématiques, ça va, si Denis, ça va c'est vrai que moi, je rejoins tout à fait Martin, je suis tellement d'accord. Je pense que l'IA va venir vraiment bouleverser les métiers de demain, par exemple dans les mathématiques ou encore la finance, qui est un domaine qui m'intéresse particulièrement. Et donc c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, si la France peut vraiment investir, et nous aussi de notre côté en tant que jeunes, on peut se former finalement aux tenants et aux aboutissants de l'IA, ça ne pourra être que de la plus-value pour notre futur en fait. Patrick Pouyanné, ils veulent bosser dans l'IA. Et ça me paraît essentiel parce que vous dire une difficulté, c'est que moi, j'ai pas trop le temps de me former à tout ça. Et non, mais c'est un vrai sujet, je dois vous dire, auquel on fait face, parce que du coup, le management de nos entreprises et qu'en fait, ce sont nos jeunes, nos plus jeunes, qui eux sont complètement dans ce monde digital, qui le vivent beaucoup plus et qui poussent l'entreprise. Et en fait, sur tout ce qui est digital, etc., on a donné le pouvoir à des jeunes managers, parce qu'en fait, et qui doivent challenger les plus âgés, qui ont tendance à ouais, bon, tout ça c'est sympa, mais nos méthodes fonctionnent bien. Donc il y a une vraie révolution, comme on l'a vécu. Alors, on l'a vécu notre génération, ça s'appelait Internet. Hein. Je ne sais pas comment je faisais il y a 35 ans, quand j'étais directeur de cabinet d'analyse, je n'avais pas Internet, je ne sais pas comment je travaillais. J'y arrivais quand même, hein, au passage. On y arrivait avec des fax, des papiers, etc. Maintenant, on peut faire des choses. Donc, pour moi, l'IA, il ne faut pas avoir peur. C'est un gigantesque outil, un superbe outil de démultiplication de l'être humain, en fait. On va faire beaucoup plus de choses. Et vous, il est essentiel. Alors, pour le coup, c'est pas, il faut essayer. Il est essentiel que tout ça, vous en compreniez les sous-jacents. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut l'utiliser? Orienter. Ça me paraît, pour votre génération, c'est majeur. Mais enfin, il faut aussi venir dans la transition énergétique, hein, si vous voulez répondre à la question. Hein, parce que si vous allez tous faire de l'IA, et peut-être faire de la construction durable aussi. Hein. Nous, on va a tous faire de l'IA, parce qu'à la fin, l'économie, elle est quand même avec du hard, du physique. Hein, voilà, nous, il n'y a pas que des softwares qui se baladent dans l'air. Mais, il y a aussi des produits. Benoît Bazin, dernière remarque et on passe à la deuxième partie. Venez chez Saint-Gobain, on a 1100 usines avec évidemment 3000 capteurs et surtout beaucoup d'IA sur la recherche de matériaux. En fait, la vérité, c'est que. On a beaucoup d'IA sur la recherche de matériaux, par exemple. Au passage, des nouvelles formulations, l'économie circulaire, comment on fait du recyclage de tout un tas de matériaux qu'on n'imaginait même pas il y a quelques années. L'IA nous aide énormément dans la recherche sur matériaux. Donc ça vaut aussi, y compris pour l'industrie des matériaux de demain ou d'aujourd'hui. Mais au passage, sur l'IA, quand on a construit notre Digital Factory à Paris, où il y a 300 personnes, on m'avait dit tu vas avoir du mal à recruter des jeunes ingénieurs parce qu'ils vont rêver aller chez les Amazon, les hyperscalers, etc. Tu auras du mal. Et en fait, on a réussi à recruter, on a des gens de très bon niveau, parce qu'en fait, nous, on leur propose des projets, des sujets qui sont compliqués. Je peux vous dire qu'optimiser les flux, par exemple, le gouvernement me dit comment vous pouvez produire plus de diesel dans votre raffinerie, qui est un outil hard, puisqu'on risque de manquer de diesel, eh ben, je peux vous dire que je suis prêt, il y a de l'IA là-dedans, et il y a de quoi mettre des ingénieurs pour réfléchir, et c'est un champ qui a l'air une question simple, donc on propose des challenges compliqués aux jeunes, et qui du coup, ils viennent, et ils sont attirés dans l'entreprise, dans notre Digital Factory. C'est pour Sidonie. Ça, c'est pour recruter le jeune là, qui est à côté de moi. Oui, parce que c'est un dialogue, mais non, mais écoutez, il faut que j'en profite ce soir quand même. Hein. Non, mais pardon, j'ai oublié ton prénom. Je vous laisse m'envoyer le contrat et je réfléchirai à la proposition. Attendez, on finit l'émission quand même. On va passer à la partie innovation, investissement et gouvernance.